Madame la préfète, Madame l'ambassadrice, si je commence par ces deux titres, c'est pour faire ressortir d'entrée la variété de votre carrière. Mais avant de l'aborder rapidement, rassurez-vous, je tenais à vous faire part de tout l'intérêt, a priori, que représente votre intervention devant ce public de gens de mer, de marins, qui sont bien avertis des questions ultramarines et qui sont bien conscients que 97% de notre espace maritime, nous le devons à nos outre-mer. Et donc vous avez devant vous un public qui est convaincu de l'importance du sujet que vous allez aborder, et convaincu à plusieurs titres parce que l'Académie s'est plusieurs fois intéressée à nos questions des terres australes et antarctiques françaises, notamment aux îles Éparses, où nous avons bien vu qu'il s'agissait d'une question de souveraineté, mais qu'il s'agissait aussi d'une question de coopération internationale. Donc nous sommes bien conscients de la complexité des enjeux des terres australes et antarctiques françaises, et je ne parlerai pas davantage des enjeux polaires, à la fois pour la recherche scientifique, mais aussi pour des questions de stratégie plus générale. Vous êtes, madame, particulièrement bien placée pour traiter ces questions-là, parce que vous avez un parcours qualifiant, si j'ose dire, qui est particulièrement éminent. Vous êtes entré à l'École nationale d'administration, vous avez fait auparavant Sciences Po, jusqu'ici tout est classique. Votre parcours, lui, est moins classique par sa diversité, puisque vous avez servi dans des administrations techniques, comme l'aviation civile, et puis vous avez un parcours extrêmement régalien qui vous a conduit à servir au service du commerce international, du développement, et puis vous avez été récemment ambassadrice par 2 fois. Vous avez été ambassadrice en Nouvelle-Zélande, vous avez été ambassadrice au Laos, et vous êtes maintenant préfète des terres australes et antarctiques françaises et administratrice supérieure de ces terres. C'est un sujet extrêmement vaste pour lequel nous nous sommes donc réunis. Vous avez quelques minutes à nous accorder. Je vous en remercie au cours d'un nouveau séjour métropolitain. J'imagine que vous avez une vie particulièrement nomade. Voilà, madame, ce que je peux dire en présentation pour ne pas prendre trop de votre temps, en vous remerciant de nous consacrer ces quelques minutes qui seront, je n'en doute pas, passionnantes. Merci, madame. Merci infiniment d'avoir pu résumer une longue carrière administrative, parce que je suis plus très loin de la retraite en très peu de mots. Monsieur le Président de l'Académie marine, Madame la Présidente du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, chère Isabelle Autissier, merci d'honorer votre présence à cette conférence. Alors j'ai effectivement un parcours très divers, mais j'ai surtout une caractéristique, je n'ai pas le mal de mer, et c'est une des compétences qu'on ne vous demande pas lorsque on vous propose de devenir préfète des terres australes et antarctiques françaises. Et je suis très heureuse de ne pas être sujette au mal de mer, car je passe effectivement une partie non négligeable de mon temps, un bon quart, quelquefois un bon tiers, en déplacement sur les mers, puisque, comme il l'a été rappelé, la France c'est 20% de l'espace maritime français. Le commerce c'est 97%, et dans les 97%, les TAF en occupent une partie importante, et un de mes prédécesseurs expliquait de façon très docte qu'en fait nous administrons le vide. On administre peu de territoire, vous verrez tout à l'heure sur les slides, mais on administre de grands espaces sur lesquels il y a un peu de monde, un peu de bateaux et une faune extrêmement diversifiée. Alors les TAF, peut-être un rapide rappel, si étape par étape, donc ça va être un petit peu long. Donc les TAF fêtent cette année leurs 70 ans, puisqu'ils ont été créés par la loi du 6 août 1955.
Et nous aurons cette année deux très belles manifestations, des journées portes ouvertes à La Réunion à la fin de ce mois, et une conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, conférence à laquelle je vous invite bien évidemment le 20 novembre prochain. Donc c'est un territoire d'outre-mer qui figure donc à l'article 72.3 de la Constitution. C'est une administration extrêmement particulière puisque c'est une collectivité d'outre-mer à statut particulier. C'est-à-dire qu'une seule administration permet de couvrir à la fois les fonctions régaliennes, qui sont celles d'une préfète, c'est un poste de préfet depuis 2005, et la gestion donc, de cette collectivité d'outre-mer, où je suis donc à la fois le représentant de l'État, mais également l'exécutif de cette collectivité, et je suis assistée d'un conseil consultatif, puisque l'État, comme vous le savez, n'ont pas d'habitants permanents, et donc nous n'avons ni députés ni sénateurs, ce qui présente quelquefois des avantages, mais quelquefois également des inconvénients. Mais par contre, j'ai un conseil consultatif qui me sert d'assemblée délibérante et dont Isabelle Autissier assure la présidence avec beaucoup à la fois de bienveillance et de connaissance de ces territoires. Nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, nous sommes donc un PTOM, un pays et territoire d'outre-mer, bénéficiant d'un tout petit peu de financement européen, mais comme vous savez, les financements européens sont liés à la fois au PIB et au nombre d'habitants. Je ne produis pas du PIB en monnaie sonnante et trébuchante, même si je produis une immense valeur immatérielle, mais qui jusqu'ici n'est pas véritablement valorisée dans les procédures et dans les subventions européennes. Et je bénéficie de l'autonomie financière, administrative et donc de spécialité législative, c'est-à-dire que seuls s'appliquent à mes territoires les textes de loi et de règlements qui le prévoient expressément. Sinon, j'ai à ma disposition la possibilité de prendre des arrêtés qui sont publiés, c'est aussi une caractéristique des terres australes et antarctiques françaises, au journal officiel des terres australes et antarctiques françaises. Je dispose d'un budget propre qui est essentiellement alimenté par trois types de ressources. Les droits de pêche, puisque vous verrez plus tard, je gère trois pêcheries qui produisent des droits qui sont plafonnés depuis très longtemps et qui ont besoin d'être réactualisés. Je sous-affrète mes moyens nautiques, notamment l'Astrolabe, qui est le patrouilleur polaire, et le Marion Dufresne, mon navire amiral. Et je suis capable également de facturer des prestations pour des services que je peux rendre sur mes territoires. Donc, absence de population permanente, je l'ai déjà dit. Vous voyez donc depuis 2005 trois grands districts, donc trois grandes circonscriptions administratives. Les îles Éparses, donc 4 îles dans le canal du Mozambique, plus la petite île de Tromelin au nord de la Réunion, qui ont été rattachées aux terres australes et antarctiques françaises à partir de 2005. Les îles australes, donc les îles subantarctiques, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Et puis la terre Adélie, qui est donc cette portion française du continent antarctique, et continent qui est gouverné de façon très particulière par un traité international, le traité de Washington, avec ses différents protocoles, et notamment son protocole lié à l'environnement. Donc, ce qui me donne l'occasion de voyager sur environ 9000 km chaque année, puisque chaque année je me rends dans chacun de ces districts essentiellement pour assurer la passation de pouvoir des chefs de district qui me représentent sur chacune de ces circonscriptions administratives, à l'exception des îles Éparses où c'est là où le secrétaire général de l'administration qui fait office de chef de district. Alors, pour me rendre dans ces territoires, j'utilise essentiellement le bateau
partiellement l'avion pour les éparses, partiellement l'avion pour la Terre Adélie, au moins pour aller jusqu'en Tasmanie, et ensuite c'est le patrouilleur polaire, ou pour les îles australes, le Marion Dufresne. Alors, on a évoqué tout à l'heure l'immensité de ce vide. Eh bien, les ZEE des terres australes et antarctiques françaises, c'est 23% de l'espace maritime français, qui fait, je le rappelle, un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui nous donne le deuxième espace maritime au monde. En fait, en étant un peu chauvin, on devrait être le premier. Simplement, les règles internationales ne reconnaissent pas les extensions de plateaux continentales, ce qui fait que les États-Unis sont légèrement devant nous. Et donc, vous voyez qu'on a, avec nos outre-mer et avec les TAF, une présence sur les trois océans. Et en particulier pour les TAF, on a une présence extrêmement affirmée dans l'océan Indien. Nous sommes d'ailleurs le dernier pays européen à avoir encore une présence, puisque les Britanniques en sont partis. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce tableau, parce que ça vous montre la différence qu'il peut y avoir entre notre superficie en termes de territoire, donc au total environ 439 000 km², mais qui nous donne une zone, une ZEE, et donc des eaux sous juridiction française, de plus de 2,2 millions de kilomètres carrés. J'allais dire que le rendement entre 1 km² de territoire et la surface maritime est évidemment extrêmement intéressante. Alors, quels sont les acteurs de cette souveraineté française dans cette partie-là du monde? Bon, le préfet ou la préfète, administrateur supérieur, un siège qui est à La Réunion depuis 2000, avec une centaine de personnes, et une petite antenne à Paris, qui est essentiellement une antenne médicale pour permettre à l'ensemble des personnes qui partent à la fois de subir des entretiens psychologiques, mais également une batterie de tests médicaux, car on ne part pas sans cela sur ces territoires qui sont marqués essentiellement par leur isolement. Nos deux moyens nautiques, je les ai évoqués. Le Marion Dufresne, donc est notre navire ravitailleur, qui a cette année également 30 ans et qui sortira de notre flotte aux environs de 2030-2032. Il est basé à La Réunion, ce qui explique que notre siège est déménagé de Paris à La Réunion. Et il effectue pour l'instant, je reviendrai peut-être plus tard, 4 rotations par an dans les Australes et à Tromelin. Pourquoi Tromelin également? Parce que Tromelin, on a tellement réussi notre protection de la biodiversité, et notamment de la faune aviaire, qui est extrêmement riche. On ne peut plus utiliser la piste d'aviation qui nous permettait d'atterrir à Tromelin à cause du péril aviaire. Le Marion Dufresne, c'est un navire multifonction, c'est-à-dire c'est à la fois un navire ravitailleur, mais c'est également un navire qui rejoint la flotte océanographique française pour 2/3 de son temps, parce que c'est un navire tout à fait exceptionnel, qui a vraiment été conçu comme un navire scientifique, avec des laboratoires sur le bateau, des capacités en termes de positionnement dynamique, et surtout, c'est un des rares bateaux dans le monde qui est capable de faire du carottage profond. Ce qui donne à la France un avantage important en matière de recherche dans les fonds sous-marins et de la composition également de ces fonds. L'Astrolabe est un bateau plus récent, il a été mis en service en 2017, c'est donc un patrouilleur polaire. Monsieur le Président, il n'a pas la catégorie du commandant Charcot, mais n'empêche, il est quand même capable d'aller dans les zones polaires pendant la période d'été, d'Austral, donc première rotation en novembre
dernière rotation qui vient de s'achever là au mois de mars. Donc un brise-glace qui a également comme port d'attache la Réunion, qui effectue 4 ou 5 rotations par an au départ de la Tasmanie, donc en Australie, en direction de la Terre Adélie, pour un tiers de son temps, et les 2 autres tiers de son temps, il effectue des missions de souveraineté dans la ZEE des terres australes et antarctiques françaises. Ce qui nous donne donc une implantation donc, avec 4 bases permanentes qui permettent donc d'affirmer que la France occupe de façon permanente ces territoires qui lui appartiennent. Et également 4 stations permanentes dans les éparses, avec, suivant les saisons, entre une centaine de personnes pendant la saison d'hiver. Il y a évidemment moins de monde sur nos bases pendant l'hiver, a fortiori en Terre Adélie, compte tenu des conditions polaires. Mais au total, on peut monter jusqu'à 300 personnes au total, qui sont donc un mélange de scientifiques, de techniciens, de personnel militaire mis à disposition et qui permettent d'entretenir les bases et d'apporter ce soutien à la science dont ont besoin nos laboratoires et dont l'Institut polaire assure la partie logistique scientifique. Alors, les terres australes et antarctiques françaises, et quand je dis les terres, je devrais dire plutôt les mers, en fait, australes et antarctiques françaises. C'est un formidable, au-delà de ces relais de souveraineté et d'appui de souveraineté qu'il représente, c'est un potentiel économique extrêmement intéressant, qui n'est pas totalement exploité pour de bonnes raisons. Il l'est sur la partie ressources halieutiques avec 3 grandes pêcheries dont le préfet est gestionnaire. Une pêcherie en eau froide, la pêche à la légine, qui est ce poisson assez peu sympathique d'extérieur, mais à la chair extrêmement recherchée, poisson donc des eaux froides, qui est pêché autour de Crozet et de Kerguelen, et qui est pour plus de 95 à 97% exporté, pour moitié vers les États-Unis et pour moitié vers l'Asie, et qui procure pour 1% du tonnage de la pêche française, représente entre 8 et 10% de sa valeur ajoutée. Donc c'est un poisson à très haute valeur ajoutée, c'est au moins aussi cher que le thon rouge de mes favoris de nos amis japonais. La langouste, qui est pêchée autour de Saint-Paul et Amsterdam, et puis l'ensemble de ce qu'on appelle les poissons à rosse, les grands pélagiques, dans le canal du Mozambique. Et ces ressources, elles font l'objet d'une gestion durable avec 2 plans de gestion que nous sommes en train d'ailleurs de renouveler pour la légine et la langouste. Et dans le cadre de la pêche autonidée, nous travaillons avec la commission de l'océan Indien. L'importance aussi de cette pêche, c'est aussi une importance majeure pour la Réunion, puisque suivant les années, c'est la première ou la deuxième ressource en valeur à l'exportation après la canne à sucre pour l'île de la Réunion, puisqu'il y a une obligation de débarquement de la pêche à la Réunion. Alors il y a peu, c'est une pêche, notamment pour la légine et la langouste, c'est une pêche, j'allais dire, de rente, puisque le plan de gestion permet de limiter l'accès à cette pêcherie à des armements français et réunionnais, bien évidemment, avec un petit nombre d'armements, 5, et un petit nombre de navires, 8 pour la légine, et 3, 2 petits et un gros, pour la langouste. Donc l'État organise une rente à destination de ces armements, ce qui leur permet là aussi de financer des filières plus déficitaires en matière de pêche dans d'autres parties du monde. Le deuxième potentiel économique, mais qui n'est plus exploité, si j'ose dire, c'est les réserves en hydrocarbures. Des réserves qui font rêver un certain nombre de nos pays voisins, qui contestent d'ailleurs, j'y reviendrai,
notre souveraineté pour les îles dans le canal du Mozambique, avec la découverte de gaz et de pétrole au nord du Mozambique, notamment la poche de Cano Delgado. Il y a le sentiment qu'il peut y avoir également des poches de réserve de gaz au large de Juan de Nova. Tout ça n'est pas forcément documenté, et jusqu'en 2000 on avait accordé des permis d'exploration qui n'ont jamais rien donné, et le président de la République ayant demandé à ce que l'on arrête l'exploration et donc l'exploitation des ressources hydrocarbures dans les aides françaises. Il n'y a plus d'exploitation, il n'y en a d'ailleurs jamais eu, mais ça fait rêver ou fantasmer certains pays comme Madagascar ou certains de leurs proxys. Des gisements en minerais probablement, mais là aussi c'est lié à les futurs accords sur l'exploitation ou non des rivières, enfin des fonds marins riches en minerais. Et là aussi, à partir du moment où l'exploitation n'est plus autorisée par la France, il n'y aura pas d'exploitation de ces gisements dans cette partie de notre ZEE. Et puis il y a un potentiel touristique que connaît effectivement votre président, l'ancien président du Ponant, à la fois dans les îles Éparses, où le Ponant a fait quelques croisières jusqu'en 2017. Je comprends qu'il pourrait éventuellement revenir sur 2026-2027. Président, je vous l'annonce tout de suite, même si vous n'êtes plus responsable du Ponant, je doute que je baisserai mes droits de mouillage, mon budget étant dans une situation relativement difficile comme le budget de l'État français de façon générale. Et puis, le Ponant opère également, mais également une autre compagnie française, dans les eaux de l'Antarctique. Et la France soutient probablement la négociation d'un futur protocole sur la limitation du tourisme en Antarctique qui atteint maintenant des chiffres absolument astronomiques et qui est une zone qu'il nous faut expressément protéger. Alors, l'autre richesse évidemment de cet environnement marin, c'est la richesse environnementale, que ce soit pour les îles Éparses, les îles Australes ou la Terre Adélie, avec des espèces endémiques en nombre important. Un grand nombre d'ailleurs qui sont sur la liste des espèces en danger d'extinction de l'UICN, et qui sont évidemment donnent des occasions de recherche scientifique extrêmement importantes. Alors souvent, pour plaisanter, on dit que la préfète des terres australes et antarctiques françaises, c'est la préfète de la première population de manchots royaux, la deuxième population d'éléphants de mer subantarctiques. On ne règne pas sur le règne animal, on le regarde et on le protège, d'où la création de réserves naturelles nationales. Une première qui a été créée dans les Éparses, qui est à la fois sur le volet terrestre et le volet marin, et c'est ça qui est important, créée en 2006, étendue au plateau continental et à la partie maritime en 2022, et qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Et la deuxième réserve, c'est la réserve de l'archipel des Glorieuses, qui fait suite à un déplacement du président de la République en 2019. Et nous sommes en train de mettre la main finale à l'extension de cette réserve à l'ensemble des îles Éparses, en espérant que l'annonce sera prête pour la conférence des Nations Unies de la mer à Nice pour l'UNOC en juin de cette année. Nous hébergeons également des activités stratégiques
nous sommes des territoires français. Ces territoires sont dans des zones où il y a finalement peu d'occasions d'implanter des installations stratégiques. Alors, je vais en citer deux. La première, c'est des installations du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, à Crozet-Kerguelen et en terre à Delhi, qui permettent, par différents types d'enregistrement, gaz et acoustique notamment, de vérifier que le traité sur l'interdiction totale des essais nucléaires, qui est géré par l'OTIS à Vienne, eh bien, les dispositions de ce traité sont effectivement appliquées. Et puis, depuis 2022, nous hébergeons une station Galileo, donc le système européen de GPS, à Kerguelen. Il y avait également un projet en terre à Delhi. Nous avons malheureusement perdu le marché. Ce sont nos amis allemands qui ont remporté le marché d'une deuxième station Galileo sur la partie polaire de notre monde. Les activités stratégiques, ce sont aussi des activités en matière de recherche scientifique. La France est le premier ou le deuxième contributeur en matière de recherche et de publication scientifique sur le monde polaire et sur le monde subantarctique. Nous travaillons évidemment sur l'enjeu des grands fonds marins. Nous contribuons également à la recherche sur les effets du changement climatique, alors un tout petit peu moins en ce moment avec l'incendie qui est toujours en cours sur l'île d'Amsterdam, dans les Australes, puisque c'était un endroit où nous étions en mesure d'enregistrer la pollution du fond de l'atmosphère, puisque c'est l'île qui se trouve la plus éloignée de tout continent. Et avec Hawaï, c'est les deux seuls endroits où on peut avoir, en fait, alors on peut appeler ça l'air le plus pur du monde, mais qui sert effectivement de benchmark pour étudier les effets du changement climatique. Et nous travaillons, donc les enregistrements qui sont faits là-bas, alimenter directement le GIEC. Et puis on est en train de développer la recherche dans les éparses, parce que finalement les éparses c'est une partie de notre espace maritime sur lequel on a fait peu de recherche. Et donc on a un énorme programme de recherche prioritaire qui a été signé en fin d'année 2022 et qui permettra avec 10 millions d'euros, alors il n'y en aura pas que pour les éparses, mais d'avoir un volet éparse pour mieux connaître la richesse de cette partie-là des terres australes et antarctiques françaises. Alors, je vais terminer par deux types d'enjeux qui sont effectivement des enjeux d'actualité, qui sont pour nous le fait que notre présence française dans l'océan Indien, c'est devenu une des zones d'enjeu géopolitiques avec différentes composantes qui redonnent en fait à nos territoires une valeur stratégique de plus en plus importante. C'est notamment le cas pour les îles Éparses et le canal du Mozambique, qui est une voie de passage de plus en plus importante, d'autant plus importante maintenant que la partie mer Rouge et l'insécurité qui s'y est développée oblige une grande partie du trafic maritime à faire le détour par le cap de Bonne-Espérance. Et on considère maintenant que le trafic maritime dans le canal du Mozambique est à peu près équivalent au trafic du rail du Sein. Donc ça vous donne une évaluation de l'importance de ce trafic
Trafic qui est évidemment majeur en termes de circulation non seulement des hydrocarbures, mais également de toutes les matières premières, soit de l'Afrique vers l'Asie, soit de l'Europe vers l'Asie, ou réciproquement de l'Asie vers l'Europe. Il y a là à la fois donc un enjeu stratégique, un enjeu également environnemental, parce que cela veut dire plus de trafic et donc plus potentiellement de pollution vers ces territoires qui sont véritablement des havres de biodiversité. C'est également une région de multiples trafics, alors pas au sens, enfin c'est aussi en sens économique, de trafic illicite, de mouvements de migration illicite, et également de pêche illicite. Nous venons de découvrir des pêcheurs iraniens présents à Europa aujourd'hui à la suite du naufrage d'un bateau, et l'année dernière nous avons eu un bateau, un voilier chinois qui est venu s'échouer à Europa. Donc on peut s'interroger aussi sur les motivations de la présence de ces compétiteurs stratégiques dans la zone, qui sont de plus en plus présents, avec de plus en plus de passages de packs militaires qui soit frôlent notre ZEE, alors tant que ça reste du passage inoffensif, ça n'est pas gênant, mais c'est une façon également de tester notre présence, et donc ça oblige les moyens maritimes des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à être de plus en plus présentes. Et ça veut dire aussi que l'Astrolabe, dans ses missions de souveraineté, va de plus en plus être mobilisé sur cette partie du canal du Mozambique. Et vous savez que la présence de nos compétiteurs stratégiques, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, qui est aussi un de nos compétiteurs stratégiques, que ce soit l'Iran, qui est beaucoup plus au nord, notamment pour ravitailler les outils au Yémen. On a donc un déplacement certain des enjeux géopolitiques dans cette partie-là de nos territoires. Et ce qui explique que nous avons encore, alors certes ce sont de petits détachements, mais ce sont des détachements militaires sur chacune des îles du canal du Mozambique, à l'exception de Passas d'India, qui est un atoll corallien sur lequel on ne peut pas habiter. Donc c'est ce qui fait aussi l'intérêt, j'allais dire, de ce poste de préfet. C'est aussi un poste sur lequel nous avons des enjeux diplomatiques. Alors, en parlant d'enjeux diplomatiques, je n'ai pas du tout évoqué la contestation donc, de souveraineté qui existe, mais qui existe à bas bruit à ce stade, à la fois de Madagascar sur les îles du canal du Mozambique, des Comores sur Mayotte, mais également sur Glorieuse, et de l'île Maurice sur Tronin. Ce qui, en soi, j'allais dire, n'est pas du tout une difficulté. La France affiche et assume sa souveraineté, mais de temps en temps rend compliqué toutes nos tentatives de développer de la coopération scientifique, ou tout simplement des échanges de bonnes pratiques en matière de protection de la biodiversité, en matière de gestion des réserves naturelles avec les pays voisins. Et je vous parlais du développement de programmes de recherche dans les EPAS. Un de nos enjeux, c'est de pouvoir y associer des pays comme Madagascar, voire les Comores. On n'a pas de difficulté avec les Seychelles, et on n'a pas de difficulté non plus avec les pays de la côte est de l'Afrique, puisqu'on a des coopérations avec l'Afrique du Sud, avec la Tanzanie,
sur notamment la gestion de réserves naturelles ou la recherche sur les écosystèmes marins. Les enjeux stratégiques sur la partie australe, j'allais dire, sont moindres. D'une part parce que les distances sont importantes, hein, quasiment 3000 km entre La Réunion et Amsterdam ou Kerguelen. Les enjeux pendant très longtemps ont été des enjeux de pêche illicite, notamment en provenance soit d'Asie, mais énormément aussi de Russie. Une présence plus importante de nos moyens militaires, la présence aussi de nos bateaux de pêche, qui sont probablement nos meilleurs protecteurs, fait que depuis le début des années 2000, on estime que la pêche illicite a quasiment disparu. Ça ne veut pas dire qu'elle a totalement disparu, puisque lors du passage du Floréal qui vient de passer à Amsterdam, on a détecté un bateau chinois en train de pêcher illégalement aux alentours de Saint-Paul et d'Amsterdam. Donc la présence de ces compétiteurs en matière de pêche reste peut-être anecdotique, mais elle reste quand même une préoccupation. Et les enjeux stratégiques de l'environnement polaire, ben, vous les connaissez. Même si on a une gouvernance internationale de ce continent, ça reste un enjeu de puissance avec le maintien, voire même le développement pour certains de nos compétiteurs, je pense notamment à la Chine, des stations de recherche en Antarctique, puisque la Chine en est à sa 5e station scientifique, entre guillemets, sur l'Antarctique, qui normalement doit rester une zone de paix et de science. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé et que la partie la plus intéressante, c'est la partie des questions. Donc merci pour votre attention et je suis évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Oui, bonjour madame. Bonjour madame la préfète. Amiral Bernard Auger, ancien chef d'état-major de la marine. En 2015, on avait eu avec l'une de vos prédécesseurs une discussion intéressante sur le renouvellement de la flotte dans les terres australes, et on était arrivé à un partenariat, les uns pour remplacer l'Albatros, les autres pour remplacer l'Astrolabe, qui était ce partenariat qui a abouti en 2017 avec la construction de l'Astrolabe, bateau à l'époque opéré par les marins de la Marine nationale et sous l'autorité de l'administrateur d'État. Je voudrais avoir un peu votre retour d'expérience sur cette coopération qui était à l'époque assez innovante, et de savoir si pour le Marion Dufresne vous envisagiez une solution de ce type. Ça c'est ma première. J'en ai une deuxième si vous le permettez. La Légine, ça me rappelle quelques souvenirs quand j'étais à l'état-major particulier du président Chirac, parce que c'était presque une obsession pour lui, et on avait mis en place à l'époque un système de surveillance satellitaire. Alors, je voudrais savoir si c'est toujours le cas, et si vous avez des coopérations. Il me semble bien qu'à l'époque, ça j'en suis plus très sûr, on avait une coopération avec l'Australie. Je voudrais savoir si cette coopération perdure. Tout à fait, alors vous avez bonne mémoire. Et alors sur l'Astrolabe, l'Astrolabe est effectivement armée par la Marine nationale. Nous avons donc un GIP, un groupement d'intérêt, qui gère la relation entre les terres australes et antarctiques françaises et la marine nationale. C'est un système qui fonctionne, qui peut être quelquefois un petit peu lourd dans la mesure où, essentiellement pour des raisons budgétaires, certains équipements qui auraient dû être mis sur l'Astrolabe ne l'ont pas été. Je pense notamment au positionnement dynamique, qui crée quelques difficultés, notamment quand on est en approche du Mont d'Urville.
et l'impossibilité pour l'astrolabe de rester en fait en position face à la base. Et il est obligé d'aller faire des hippodromes dès qu'il y a un petit peu de vent. Et ça fonctionne. Mais cela me semble un cas très particulier qu'on ne pourra pas renouveler, par exemple sur le Marion Dufresne. J'ai interrogé l'amiral Vaujour s'il était intéressé à avoir ce type de fonctionnement pour le futur Marion Dufresne. Ça n'intéresse pas en fait d'avoir un navire aussi gros si on reste sur un dimensionnement d'une centaine de mètres de l'environnement marin dans lequel le Marion Dufresne opère. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir ce type de navire pour la marine nationale. Et après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a des petits problèmes sur l'agent comptable. Voilà, mais ça c'est ça c'est de la gestion, j'allais dire, au quotidien. La marine est évidemment très fière d'avoir ce brise-glace et nous on est ravis également de pouvoir travailler avec la marine. C'est un bateau de compromis, ça vous le savez, c'est un patrouilleur maritime donc à fond plat, donc c'est pas un navire d'une stabilité extraordinaire, notamment quand il fait des missions de souveraineté dans les terres australes ou bien dans le canal du Mozambique. Au-delà du fait que quand il se rend en Antarctique, voilà, c'est un navire qui est assez peu confortable et la chambre de l'autorité de la préfète se trouvant au pont supérieur. Des oscillations horizontales, verticales régulièrement. Non, mais je trouve que c'est un très très beau partenariat. Ça montre que les administrations peuvent être créatives quand elles le souhaitent. Je ne suis pas sûre si c'est duplicable sur un autre type de partenariat et sur un autre type de bateau. Alors, sur la deuxième question qui portait sur les Australes, oui, on continue à avoir une coopération. Alors, en termes de surveillance, donc on a une surveillance satellitaire qui fonctionne. On utilise notamment le système européen Copernicus, qui est extrêmement intéressant, qu'on a beaucoup utilisé d'ailleurs pour Amsterdam avec des clichés réguliers. La difficulté de Copernicus, c'est que dès qu'il y a une couverture nuageuse, il n'y a pas de cliché, donc il n'y a pas de remontée d'informations. Et pour détecter la pêche illégale, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'en général, quand vous pêchez de façon illégale, vous coupez votre AIS et donc vous êtes rarement détectable. Et deuxièmement, une fois que vous avez détecté un bateau qui pêche illégalement, il faut pouvoir la raisonner. Et si vous avez 3000 km à faire, vous avez de fortes chances que quand vous arrivez, il n'y a plus de bateau. Donc voilà, ça reste un moyen. C'est quelque chose dont on parle, ce qui permet aussi de montrer que voilà, on a quand même une vue sur cette partie-là de l'océan, mais avec des moyens limités, on a à l'évidence des moyens limités aussi d'arraisonner ceux qui pêchent de façon illicite. Alors on teste en ce moment, enfin on a testé et on va retester dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Mario, les radiofréquences. Il y a une start-up française, Unseen Lab, qui a développé des applications qui permettent d'identifier les radiofréquences des bateaux. En général, celles-là, on ne les coupe pas parce qu'on en a besoin. On a fait un premier test l'année dernière. C'est un petit peu comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. On avait effectivement une frégate militaire qui était sur place. Il n'y avait pas d'hélicoptère à bord, ça c'est l'autre sujet. Donc sans hélicoptère, c'était difficile de pouvoir ensuite se rendre dans la zone où cette radiofréquence avait été identifiée. On continue à avoir une coopération avec les Australiens tout simplement parce que on partage le plateau continental de Kerguelen avec McCurd et McDonald.
voilà, on échange assez souvent, on fait aussi des opérations d'évacuation sanitaire. La coopération est plutôt au beau fixe en ce moment. La coopération avec l'Australie, elle a des hauts et des bas. On est plutôt dans une phase haute en ce moment, donc on en profite. Et en équivalence, on va travailler avec l'Afrique du Sud dans le cadre justement de ce programme européen Mario, puisqu'on partage, alors pas une zone commune, mais une frontière commune, si j'ose dire, entre les îles Marion et Prince-Édouard et Crozet pour la France. Voilà. Donc tout ce qu'on peut développer en termes de coopération dans la région, c'est évidemment extrêmement important. Derrière, il y a aussi des coopérations militaires, évidemment, qui se développent. Et donc, c'est tout bénéfice en termes de bonnes relations avec nos voisins. Philippe Enrat, Académie de Marine. Madame la préfète, je voudrais vous poser une question qui rejoint un peu la seconde question d'Amiral Rogel. Vous nous avez dit que la légine que l'on pêchait là-bas était écoulée vers les États-Unis et vers la Chine. Mais pourquoi ne peut-on jamais en trouver en France métropolitaine? Une fois. C'est déjà une pêche avec un marché en dollars, donc c'est toujours compliqué d'avoir un marché en euros. 2, c'est un poisson très cher, et donc le consommateur français, oui, mais c'est comme le caviar, si j'ose dire, voilà, ça nécessite un certain nombre d'efforts commerciaux et de marketing. Alors vous en trouvez dans certains restaurants, il y a un marché de niche sur la légine. Mais le prix de vente au kilo, c'est entre 120 et 180 euros le kilo. Donc c'est quand même un poisson de luxe. Et voilà. Et la partie, j'allais dire, bijoux de légine, c'est la partie la moins chère de la légine. Elle a finalement, on en trouve un peu à La Réunion. Mais son prix de vente à l'export est beaucoup plus avantageux, si j'ose dire, que le prix sur le marché intérieur français. Donc c'est une question, j'allais dire, de rentabilité pour les armements. Leur retour sur investissement est plus important quand ils l'exportent que quand ils vendent en France. Et derrière, il faudrait aussi qu'il y ait une stratégie commerciale. Vous allez chez votre poissonnier à Paris, vous demandez de la légine, il ne sait pas ce que c'est. Bonjour et merci encore pour votre présentation. Moi je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très connu, je pense. On n'a pas parlé de krill dans votre présentation. Et aujourd'hui, le krill, enfin c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, mais le krill c'est à la base de tout l'écosystème que vous avez mentionné. La CCAMLR, j'ai fait une petite recherche pendant la... Voilà. Ouais, je sais pas comment on dit dans le milieu, mais considère cette espèce en tension et a révisé les quotas. Et si j'ai peur de considérer la lutte contre cette pêche une priorité. Est-ce que vous n'en avez pas parlé parce que vous manquiez de temps ou parce que c'est pas un focus pour vous? Et ma deuxième question, c'est il n'y a aucune recherche, enfin il y a 3 thèses qui ont été publiées sur ce sujet, sur le krill, et il n'y en a aucune qui est française. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Ok. Alors, moi je ne suis pas scientifique, je ne m'occupe pas de... Voilà, mais alors le krill, c'est essentiellement un enjeu en ce moment sur la partie antarctique, avec des discussions très tendues entre notamment nos amis chinois et disons les membres du traité de l'Antarctique et notamment et surtout de la CAMLAR, qui gère la protection de la faune et de la flore en Antarctique, sur est-ce que on peut établir des quotas sur la pêche au krill. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas une connaissance très précise des volumes de krill qui existent dans le monde, si c'est une ressource en disparition, si c'est une ressource qui continue à croître, quels sont les effets du changement climatique sur le déplacement de ces populations.
pas une spécialiste, mais je comprends qu'il y a plusieurs types de krill aussi, exactement, il y en a 3. Voilà, et donc c'est pas du tout, j'allais dire, un sujet terres australes et antarctique française, c'est un sujet diplomatique français quand on est à la Camelard et que le sujet est évoqué. Mais c'est tout, j'allais dire, à ce stade. Le krill, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est essentiellement utilisé pour ensuite, parce que ça fournit de la protéine ou des farines qui sont utilisées ensuite dans l'alimentation des immenses fermes aquatiques qu'il peut y avoir, notamment en Chine. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Après, c'est sûr que le krill rentre évidemment dans la chaîne de nourriture de l'ensemble de la faune que vous pouvez trouver sur les australes, que ce soit les manchots, les éléphants de mer et les différentes espèces d'oiseaux, albatros et autres. L'effet du changement climatique et donc notamment du déplacement du krill a certainement un effet sur les périodes, par exemple, de reproduction de nos manchots, s'il y a du réchauffement des océans, est-ce qu'il y a des déplacements de krill ou pas. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas de recherche qui soit faite dans les terres australes et antarctiques françaises sur le krill en particulier. C'est plutôt un enjeu à ce stade Camelard antarctique. Merci. Oui. Madame la préfète, pardon. Est-ce que la base Concordia est sous votre juridiction et est-ce que vous exploitez ces données scientifiques? Non, alors Concordia ne se trouve plus en terre Adélie, c'est au-delà, j'allais dire, de ma part de pizza du continent antarctique. Par contre, Concordia est ravitaillé à partir du Mont d'Urville et de la petite base qui sert de point de départ du raid, là, ce qu'on voit sur traîneau qui part pour ravitailler Concordia 4 ou 5 fois pendant l'été austral. Donc j'ai un visuel et des autorisations sur le déplacement de ce raid tant qu'il reste sur sa partie terre Adélie. Après, je vois aussi passer le personnel de Concordia quand il revient du Mont d'Urville et quand il revient ensuite par bateau. Et voilà, c'est des scientifiques que l'on voit, avec lesquels on peut discuter, et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui passent un hivernage entier à Concordia dans des conditions à la fois de vie collective et de vie climatique, et de conditions climatiques absolument extraordinaires. Voilà, c'est une base qui coûte cher. Ça je peux le dire parce que ce matin j'étais à l'Assemblée Générale de l'Institut Polaire. Concordia, qui est donc une base franco-italienne, qui est en grande partie d'ailleurs desservie depuis la base italienne de Mario Zucchelli, pour une partie une partie de la logistique de personnel. Les petits avions partent de Mario Zucchelli et remontent jusqu'à Concordia. Concordia, l'exploitation, le coût d'entretien de Concordia, c'est 40% du budget de l'IPM. Donc voilà, la recherche antarctique a un coût. C'est une base aussi qui vieillit, qui va avoir aussi besoin de gros travaux de rénovation, comme du Mont d'Urville, qui elle a très peu changé depuis son implantation en 1952. Gilles Dessereau, Madame la Préfète, est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation d'Amsterdam suite à l'incendie qui peut-être se continue d'ailleurs, on ne sait pas quel état il en est? Oui, donc l'incendie s'est déclaré donc, le 15 janvier de cette année. J'ai rapidement pris la décision d'évacuer les 31 personnes
On a organisé, donc là, la mission est revenue il y a une semaine maintenant avec la frégate militaire Floréal, une mission d'évaluation sur l'île. Les personnes ont pu rester 4 jours sur place. On n'a pas eu beaucoup de chance entre le cyclone Garance et 2 autres phénomènes cycloniques. Ça n'a pas été le meilleur moment pour aller sur Amsterdam. Ça a permis de faire un point de situation sur l'état de la base, nos infrastructures critiques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 55% de la surface de l'île qui a été impactée par l'incendie. Donc une surface importante de végétation brûlée. Une base qui a été... les bâtiments qui n'ont pas été touchés par l'incendie, sauf sur la partie nord de la base. Par contre, l'incendie a fait fondre tout ce qui concerne, j'allais dire, la tuyauterie, le câblage, l'alimentation électrique et l'alimentation en eau de la station, puisque Amsterdam, comme vous le savez certainement, c'est une île sur laquelle il n'y a pas de ressources en eau. On ne collecte que les eaux de pluie. Et l'année dernière a été une année particulièrement sèche à Amsterdam. C'est l'année la plus sèche depuis les 15 dernières années, si on regarde les statistiques. Et donc on a eu une végétation qui était extrêmement sèche. Donc on n'a plus de système de lutte contre l'incendie. Tous les collecteurs d'eau ont fondu. Toute l'alimentation électrique des bâches qui nous permettait de stocker de l'eau a fondu. L'ensemble, alors on avait une ferme solaire, donc des panneaux solaires, ils se sont déconnectés, mais heureusement ils n'ont pas été impactés. On a également perdu la pépinière de Filica. Le Filica, c'est un arbre endémique à Amsterdam. Donc on essayait de replanter des graines de Filica. Et on venait de terminer une énorme opération d'éradication des rats surnulaux à Amsterdam, qui avait un impact justement sur le Filica. Et là, on a perdu la pépinière, on a perdu les graines, et l'incendie a énormément dévasté les rares implantations boisées de Filica qui se trouvaient sur l'île. Donc là, on a quand même a priori une perte environnementale importante. Bon, je pense qu'on va aller chercher des graines. Il y a un autre endroit dans le monde, en fait, où ça existe, c'est l'île de... je vais perdre le nom, Kuna... voilà, tout à fait. Donc voilà, on va essayer de réimplanter quelque chose qui ressemble beaucoup au Filica sur Amsterdam. Les populations animales semblent ne pas avoir été concernées. La zone de falaise, qu'on appelle la zone d'Entrecasteaux, sur laquelle se trouve la population d'Amsterdam, à Bec Jaune et de Gorfou, Sauteur a été préservée. Et la partie Albatros d'Amsterdam, les nids qui se trouvent sur le plateau, il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul nid qui se retrouve dans la zone qui a été brûlée. Donc là, je suis en train de préparer, dans le cadre de la prochaine rotation du Marion Dufresne, une équipe pour remettre en état les infrastructures critiques avant d'autoriser un retour, qui sera un retour limité de personnel pour permettre la réinstallation de certains équipements scientifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue à y avoir des points chauds. On est sur une île donc volcanique avec de la tourbe, et donc un système racinaire. Et donc les incendies dans ces environnements-là peuvent couver pendant des mois et des mois. Et donc une de mes priorités, si je dois réinstaller du personnel, c'est qu'il n'y ait plus de points chauds autour de la base, et donc on va certainement aussi travailler avec un système de coupe-feu beaucoup plus important que l'on avait jusqu'ici.
C'est un feu de végétation. Pour l'instant, on ne connaît pas les causes exactes. C'est probablement pas une cause humaine. Mais pourquoi est-ce que le feu a pris à cet endroit, à 2,5 km de la base, au pied d'installations scientifiques justement d'enregistrement de gaz à effet de serre? Pour l'instant, on ne le sait pas. Madame la préfète, Florial, oserais-je dire, collègue, ancien sous-préfet, ancien secrétaire d'État du général et converti dans les activités portuaires. Alors je voulais vous poser une question, pourriez-vous être un peu plus précise sur les perspectives de prospection et d'exploitation des ressources en hydrocarbures, parce que nous sommes en transition énergétique, mais nous savons que pour de nombreuses années, peut-être plus qu'on ne le pense, nous sommes dépendants totalement d'importation dans le domaine des hydrocarbures, du gaz, et donc ça pèse beaucoup sur notre balance du commerce extérieur, et si on pouvait tirer plus rapidement quelque chose des ressources que vous évoquez, ce serait un bon point. Et puis une question un peu subsidiaire, vous avez évoqué les ressources en métaux rares. Est-ce que parmi ces métaux rares, il en est qui pourraient exciter des convoitises qui nous savons, convoitises qui seraient évidemment plus pesantes sur les revendications de souveraineté que celles qui peuvent venir de Madagascar ou d'autres États plus modestes du secteur géographique. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, il n'y aura pas d'exploitation d'hydrocarbures ou de gaz à partir du moment où, il y a une décision du président de la République d'interdire l'exploitation et de gaz et d'hydrocarbures dans la ZE des terres australes et antarctiques françaises, et que deuxièmement, dans le cadre du classement en réserve naturelle, il y aura une interdiction évidemment d'exploitation de ressources autres que les ressources halieutiques avec un plan de gestion et une pêche durable. En termes d'estimation, et ça c'est des estimations qui avaient été faites bien avant l'an 2000, les chiffres que j'ai en tête, c'est 3 à 5 milliards de mètres cubes de gaz. C'est important, mais ça n'est pas non plus, c'est pas extraordinaire. Et 6 à 12 milliards de barils de pétrole. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que ça continue à faire fantasmer effectivement les pays riverains, notamment Madagascar, qui est persuadé qu'autour de Juan de Nova, il y a une immense poche de gaz qui pourrait être exploitée. Et comme vous l'avez très diplomatiquement rappelé, c'est probablement pas Madagascar qui irait exploiter cette poche de gaz si vraiment elle était réelle. C'est des pays comme la Russie, par exemple, qui pourraient être intéressés. Même chose pour les différentes ressources potentielles en minerais qui pourraient exister dans les fonds marins de notre ZE. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Mais à ce stade, il n'y a pas d'autorisation, il n'y aura pas d'autorisation d'exploitation de la part de la France, que ce soit en gaz, que ce soit en pétrole ou que ce soit en différents minerais. Madame la préfète, Bernard Mazuel de l'Académie de Marine.
parliez tout à l'heure de la légine et en disant que la pêche illégale avait bien réduit depuis quelques années. Et je me souviens d'avoir lu il y a quelques années que, à l'époque où cette pêche illégale battait son plein, que c'est un poisson dont on ne savait pas grand-chose. C'est un poisson de grande profondeur, on ne connaît pas son cycle de vie, on ne connaît pas son cycle de reproduction. Donc on est heureux d'apprendre que la pêche illégale a beaucoup réduit. Et est-ce que vous avez une idée de l'état des stocks? Oui, alors on a une idée relativement précise de l'état des stocks, puisque dans le cadre du plan de gestion durable de cette pêcherie, nous prenons chaque année l'avis du Muséum d'histoire naturelle, qui nous rend un avis scientifique, qui nous permet de déterminer à l'intérieur du total admissible de capture, je vais rentrer un peu dans le détail, qui est fixé tous les 3 ans, le quota estimé pour crozet et le quota estimé pour kerguelen, quota qui est ensuite réparti entre les différents armements. Donc un TAC qui est fixé pour 3 ans. Si les estimations sur l'évolution du stock baissent, le MNHN va rendre un avis nous demandant de baisser le TAC et donc par définition de baisser les quotas qui seront attribués aux armements. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un poisson qui arrive à maturité sexuelle au bout de 10 ans. Donc ça veut dire que pour faire une évaluation des stocks, il faut qu'on ait une très bonne connaissance de ce qu'on appelle les petites légines. Et donc on fait régulièrement des campagnes halieutiques de recrutement des petites légines pour pouvoir estimer le temps de croissance d'une légine de 3 ou 4 ans pour arriver à maturité à 10 ans. Donc là on vient de terminer une campagne de ressources halieutiques en fin d'année dernière, qui nous a en fait informé de 2 choses. Un, c'est qu'il y a plein de petites légines, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais le temps qu'elles arrivent à maturité à 10 ans montre qu'en fait là on a une légère baisse des stocks de légines. Donc ce qui m'a amené par précaution à baisser en fait le TAC et la répartition ensuite en quota vis-à-vis des autres armements. Et il y a un énorme travail qui a été fait par le MNHN. C'est un poisson qui est également pêché en zone Camar, et donc il y a énormément d'échanges scientifiques, notamment avec les Australiens, sur l'état des stocks. De façon générale dans le monde, on le sait, les stocks de poissons ne sont pas en très bon état. Nous, on a des objectifs qui sont très conservateurs, de conservation de 60% de la biomasse. Les objectifs de la CAMLAR, c'est 50%. Donc ça veut dire qu'on a quand même eu une approche extrêmement précautionneuse pour nous permettre à la fois d'assurer le renouvellement de cette ressource. On a également des méthodes de pêche qui sont très protectrices. Il n'y a plus de pêche au chalut, c'est des pêches à la palangre. Et puis on a également des mesures pour éviter ce qu'on appelle les prises accessoires, que ce soit des oiseaux qui viendraient se prendre dans les hameçons lorsqu'on remonte la palangre, ou que ce soit des prises accessoires de raies, de requins, d'orques ou autres populations qui nagent dans ces eaux froides. Madame la préfète Grivet-Lacoste de l'Académie marine, je voulais vous poser 2 questions. La première concerne vos relations éventuelles avec les ONG environnementales, et puis que vous nous disiez un petit peu un mot des scientifiques, des relations que vous avez avec les scientifiques qui sont sur ces terres. Alors, les relations avec les ONG. Les ONG, elles font partie du paysage et elles sont de plus en plus présentes.
Donc c'est des interlocuteurs, j'allais dire, réguliers, des commentateurs aussi réguliers de nos politiques. Dans le cadre là du classement en réserve naturelle des éparses, lorsque la consultation du public sera lancée, il y aura forcément des commentaires des ONG. On a un dialogue que je pourrais qualifier de viril avec certaines ONG qui sont particulièrement présentes sur les enjeux maritimes. L'important, c'est de pouvoir continuer à dialoguer. On a également des systèmes de labellisation ou de certification. Quand on travaille avec l'UICN, l'UICN, c'est une ONG. C'est une ONG avec laquelle on travaille puisque on est inscrit sur la liste verte de l'UICN. On travaille également avec MSC, qui est une ONG qui délivre un label de pêche durable pour la légine et pour la langouste. Maintenant, on n'a pas toujours les mêmes objectifs. Enfin, je veux dire, on a le même objectif de protection de la biodiversité, mais en même temps, cet objectif pour nous, et ça fait partie de ma mission, à partir du moment où je maintiens une activité de pêche dans une RNN, il faut que je mette un curseur quelque part entre, d'une part, protection intégrale de la biodiversité et deuxièmement, des critères socio-économiques permettant le maintien d'une activité économique qui soit suffisamment rentable pour les armements. Et pour le tourisme, je dirais, c'est la même chose. Il faudra qu'on trouve un compromis entre le maintien d'activités touristiques durables, protecteurs de l'environnement arctique, et le besoin de protéger également ces environnements tout à fait exceptionnels. Un autre élément que je rajouterais, c'est que, et ça fait le lien avec la question que vous me posez sur les scientifiques, c'est que très souvent les jeunes scientifiques notamment qui viennent travailler sur nos districts comprennent pas tout à fait dans quel environnement ils vont aller travailler. Ils continuent à penser que les TAF sont une ONG. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une administration de l'État qui met en œuvre des politiques publiques, et donc avec des règles, avec un cadre, et il n'y a pas, j'allais dire, d'approche soit idéologique, soit quelquefois on les appelle les petits clercs verts. Voilà, il n'y a pas. Il faut trouver le juste compromis entre ces différents objectifs, et c'est ce qui constitue le propre, j'allais dire, d'une administration d'État, c'est de mettre en œuvre des politiques publiques qui permettent de trouver cet équilibre et le consensus. Oui. Bonsoir. Vous nous avez parlé de la légine. Je voulais savoir si vous pourriez élargir le débat sur les réserves des autres ressources halieutiques, si vous avez des éléments là-dessus. Et question subsidiaire, est-ce que les pêches illicites mettent à mal ces réserves de façon globale? Et enfin, est-ce qu'elles sont, on va dire, stables, en augmentation? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sujets-là? Alors, sur la légine, donc j'en ai parlé. L'autre ressource sur laquelle on a de bonnes connaissances également, c'est la langouste. Alors là, on est plutôt sur un stock en croissance. Il n'y a pas de problème de baisse de stock sur la langouste. Sur le thon, ça dépend des variétés de thon. Certaines espèces sont en danger avec l'instauration de quotas de la part notamment de la CTOI, mais avec pour d'autres espèces une situation plutôt bonne, et donc le maintien de quotas
Alors les armements en veulent toujours plus, enfin de quotas qui sont tout à fait décents. Sur l'évaluation des stocks et la relation avec la pêche illégale, ce que l'on sait, c'est que entre les années 90, où on a commencé à s'intéresser à la légine, et les années 2000, où on a mis plus ou moins fin à la pêche illicite, il y a eu un effet marqué, effectivement, de la pêche illicite sur le stock de légine. Donc, on n'a pas encore probablement récupéré la totalité, j'allais dire, de la ressource. Donc ça a été une pêche massive. C'est aussi une pêche qu'on a autorisée, tant qu'on n'a pas mis en place de plan de gestion et qu'on a réservé la pêche à des armements français. On autorisait des armements ukrainiens, russes à venir pêcher la légine ou le poisson des glaces dans nos eaux, jusqu'à ce qu'on réalise que finalement ça avait un effet délétère sur la conservation de la ressource. Oui, bonjour Madame la Préfète. La proportion importante des espaces maritimes dans votre zone d'intérêt montre l'importance des navires. La stratégie nationale polaire française prévoit la construction d'un navire de recherche polaire. Est-ce que vous envisagez un rôle pour ce navire dans votre zone? Alors, l'annonce qui a été faite par le président de la République de construire donc, le Michel Rocard, qui sera donc le futur navire qui rentrera dans la FOF, dans la flotte océanographique française. Ce navire sera basé à Nouméa. Il fera donc pour 2/3 de son temps des missions dans la zone autour de la Nouvelle-Calédonie et pour 1/3 de la recherche scientifique dans les zones polaires. Il ne fera que de la recherche, ça ne sera pas du tout un navire qui fera du fret ou autre chose, et il sera vraiment dédié à la recherche polaire au sens polaire-polaire, pas subantarctique. Voilà. Et donc pour l'instant, sur quoi on est en train de travailler avec l'IFREMER, c'est les besoins d'un navire hauturier de recherche scientifique et potentiellement également de logistique pour les terres australes et antarctiques françaises pour la partie océan Indien. Est-ce que je réponds à votre question? Merci. Vous m'avez mis la puce à l'oreille quand vous avez parlé des humeurs vertes, des scientifiques. J'aurais voulu que vous élargissiez le propos à vos responsabilités dans la gestion des ressources humaines, de tout ce personnel qui connaît des conditions de vie extrêmement rudes, particulières. Donc, question de recrutement, question de gestion quand ils sont sur place, à la fois sur le plan psychologique, médical. Voilà, merci pour cet aperçu. Oui, alors je parlais des petits Khmer verts, je parle notamment des jeunes volontaires du service civique, soit ceux qui sont sous contrat Terres australes et Antarctique française, mais le plus grand nombre est en fait sous contrat Institut polaire, l'IPEV, qui en général sortent de l'école, sont toutes à leur passion et rêvent, j'allais dire, quasiment depuis leur petite enfance, d'aller étudier les manchots, les albatros, les gorfous sauteurs, et qui ont donc les idées extrêmement arrêtées sur ce qu'ils veulent faire, ce qu'il faut faire ou ce qu'on doit faire. Et donc il y a un travail, j'allais dire, à la fois d'explication, d'accompagnement et de gestion sur place, sur ces milieux isolés. La préoccupation principale de la préfète, c'est la sécurité de ses personnels, parce que évidemment vous êtes loin, on est dans des environnements qui sont accidentogènes, à la fois pour des raisons climatiques mais aussi des raisons physiques.
quand vous devez faire un transit de 8 heures avec des vents qui soufflent à 120 ou 150 km à l'heure et des températures qui sont en moyenne sur les 2 districts austraux de 4 ou 5 degrés, ne pas vous permettre de ne pas analyser à la fois les conditions météorologiques, les conditions physiques des personnes, et donc la sécurité des personnels est pour moi vraiment le premier objectif. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces personnels, ils vont avoir un check-up médical, ils vont avoir des entretiens et un screening psychologique j'ai à peu près 2 personnes sur, je sais pas, on peut calculer, 2 personnes sur 5 qui sont déclarées inaptes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir pour différentes raisons. J'ai pas de problème de recrutement, à la fois en tant que TAF et de même pour l'IPER. On a plutôt plus de candidats que de postes à pourvoir. Le deuxième élément, c'est que sur l'ensemble des districts, on a des médecins et donc des hôpitaux qui sont extrêmement bien, j'allais dire, équipés. Des médecins qui sont à la fois psychologues, chirurgiens, dentistes, masseurs kinésie, qui sont capables donc de faire un certain nombre de petites interventions, du matériel de laboratoire. On forme également sur place des petites équipes médicales avec des volontaires. Et puis, on a également mis en place, depuis que je suis arrivée, un certain nombre de dispositifs pour sensibiliser et potentiellement éviter, mais ça c'est plus compliqué, ce qu'on appelle la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le harcèlement. On vit effectivement dans des milieux isolés où les gens vont rester entre 6 mois et plutôt 1 an, où la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est extrêmement ténue. Vous ne choisissez pas les gens avec qui vous allez passer 1 an. Et donc, voilà, il faut non seulement que les gens soient informés sur ce que cela veut dire, mais qu'ils sachent également quelles sont les sanctions si jamais les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. De la même façon, on a également une politique en matière de consommation d'alcool pour éviter les dérives. Ce qui a été le plus difficile, c'est d'imposer à Dumont-d'Urville la réglementation en matière de limitation d'alcool, parce que jusqu'à il y a 2 ans, l'alcool à Dumont-d'Urville était en libre service sans limitation de volume et gratuit. Voilà. Alors c'était géré par l'Institut Polaire, je ne sais pas, voilà, maintenant on va récupérer la gestion, mais on a eu de la chance qu'il n'y ait pas plus d'accidents dans ces environnements extrêmement difficiles. Donc oui, enfin je ne vais pas dire régulièrement, non heureusement, mais j'ai chaque année quelques cas de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Il n'y a pas de risque zéro, mais par contre la sanction elle est lourde, c'est un retour fin de contrat et retour à la réunion. Alors le retour, il dépend évidemment de mes moyens logistiques. En général, on arrive toujours à trouver un moyen pour ramener le harceleur à la réunion. Se côtoient sur ces districts des gens avec des compétences très différentes, hein, des gens peuvent être effectivement des scientifiques, des laboratoires, des directeurs de laboratoires. Ça peut être des agents techniques, ce sont des sous-officiers de l'armée, ce sont des médecins, ce sont des ouvriers, des contractuels en provenance de l'Hexagone ou de la Réunion, et donc des tranches d'âge qui vont de grosso modo 25 ans jusqu'à 60 ans, avec donc des parcours très différents.
Et ben, il faut que tous ces gens-là arrivent à trouver un espace collectif, à bien vivre ensemble sur une durée longue. Et c'est le lieu de travail du chef de district, qui est à la fois le représentant de l'autorité, un peu le papa, un peu la maman, et qui doit être capable de prendre des sanctions quand il le faut. Quel est le pourcentage de féminisation? Alors le pourcentage de femmes, on est encore très en dessous de ce qu'il pourrait être en objectif. On estime qu'à 30%, mais c'est un chiffre que l'on retrouve un peu partout. On est dans une certaine égalité. Là, suivant les années, suivant les districts et suivant les missions, on oscille, on est plutôt près de 20%, 25%. Voilà. On est quand même encore en deçà de l'objectif idéal, mais c'est pas forcément facile parce que autant pour, j'allais dire, les jeunes VSC, quand vous sortez de l'école, il n'y a pas véritablement de contraintes particulières. Quand vous êtes déjà établi dans une vie de famille, c'est plus compliqué d'expliquer que vous partez pendant 1 an et que voilà, monsieur s'occupera des enfants. En général, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Pas. En tout cas, c'est un métier passionnant, exigeant. Je suis chaque année à la recherche de chefs de district. Donc, si certains d'entre vous se sentent candidats, alors il n'y a pas eu une limite d'âge, voilà. Et chaque année, j'ai quand même entre 80 et 100 candidats pour 4 postes. Donc ça reste quand même voilà, quelque chose qui attire. Et voilà, il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Et je recherche des femmes aussi. Oui. Est-ce que si c'est la dernière question, est-ce que vous auriez une anecdote, une histoire de vos voyages que vous avez fait un peu pour nous faire rêver? Pour vous faire rêver, les anecdotes, j'en ai plein. Par exemple, je crois que c'était le premier week-end après ma prise de fonction, je reçois un appel du commandement de l'espace, un samedi, parce que les appels bizarres et désagréables, ça arrive toujours le week-end, qui me dit qu'un morceau de fusée chinoise d'une tonne 3 doit tomber sur la Terre Adélie. Il accroche. Donc voilà, question, qu'est-ce que je fais? Je préviens le chef de district, évidemment c'est le milieu de la nuit en Terre Adélie quand on m'a appelé. J'ai 432 000 km², la Terre Adélie, quelle est la probabilité que ça tombe sur la base? Probablement faible. Et donc le commandant de l'espace, enfin la personne qui était au téléphone me dit mais on vous rappelle dans 4 heures. Donc j'attends 3 heures et donc impatiente je rappelle. Je lui dis mais quand même quelle est la précision de votre prédiction? Oh, il me dit c'est en général un continent. Okay. Et je lui dis mais vous pourrez quand même me donner un lieu plus précis et surtout un horaire pour que je puisse prévenir. Oui, on vous rappelle. Et donc 1 heure après, elle ne m'avait toujours pas rappelé, donc je les rappelle. Et là, c'est toujours la même personne, décroche et me dit c'est tombé. Je lui dis mais c'est tombé où? Je lui dis c'est tombé dans le désert de Libye. Voilà, donc ça c'est les petites anecdotes. Et vous faire rêver. Ben moi je rêve, j'allais dire, tous les jours, et Isabelle Autissier pourra vous le dire aussi, ce sont des territoires extraordinaires. Ce sont des territoires premiers qui ont évidemment très peu connu de pression anthropique. C'est une nature à l'état brut, sauvage évidemment. Moi ce qui m'a le plus impressionné c'est
Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. C'est évidemment l'Antarctique. Je fais beaucoup de montagnes, mais voilà, l'Antarctique, ça n'a rien à voir avec les glaciers des Alpes en Europe. C'est le continent bleu, c'est le continent du silence, c'est le continent magique. Et quand vous allez en plus en bateau, j'étais allée une première fois en Antarctique quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais allée en avion sur la base italienne. Vous ne vous rendez pas compte de la distance que vous parcourez, vous arrivez, vous débarquez d'un avion et vous êtes sur la glace. Quand vous partez en bateau, vous longez ces icebergs qui font 50 km de long, des dizaines de kilomètres de large, vous êtes pris dans la banquise. La dernière rotation que j'ai faite là, en novembre, au lieu de mettre 5 jours, on a mis 14 jours parce qu'on était bloqués, on n'arrivait pas à trouver les rivières qui nous permettaient de passer le verrou de glace. C'est quand même extrêmement impressionnant. Et les terres australes, Crozet, Kerguelen, c'est le vent. C'est le pays du vent. Il y a toujours du vent. Il y a entre 70, 120, 150 km de vent. Et les éparses, c'est le bleu de la mer, le sable blanc, et des milliers d'oiseaux qui vous entourent. Et vous êtes étranger, ce ne sont pas les oiseaux qui sont étrangers à vous. Donc c'est une chance extraordinaire de pouvoir fréquenter ces endroits. Bonjour, Carole Lanzy, je suis journaliste pour Le Marin. Et vous parlez donc de la beauté des îles éparses. Et vous avez évoqué aussi le trafic maritime de plus en plus important dans le canal du Mozambique. Je me demandais s'il y avait les moyens nécessaires pour faire face à une éventuelle pollution, notamment pollution aux hydrocarbures dans la région. Et deuxièmement, je voulais aussi revenir sur ce que vous avez dit sur les réflexions d'Ifremer sur un navire pour l'océan Indien. Est-ce que vous pouvez en dire plus, où vous en êtes, et plus peut-être sur le type de bateau auquel vous réfléchissez et les échéances? Alors sur l'Ifremer, je ne pourrais pas vous en dire plus. Là, la programmation de la FAUF à l'horizon 2050 vient de sortir, là, le livre blanc. J'ai prévu un navire hauturier pour l'océan Indien et ça va faire l'objet d'une discussion que nous allons mener avec l'Ifremer. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça. Sur les phénomènes de pollution dans le canal du Mozambique, alors ça arrive, on a déjà eu des phénomènes de pollution. On dispose de quelques moyens sur place. Polmar, on fait régulièrement aussi des exercices Polmar, mais enfin on dispose, voilà, s'il y avait une catastrophe majeure, je sais pas quoi, des pétroliers qui rentrent en collision, on n'a pas de moyens véritables depuis les éparses pour intervenir. Et donc c'est essentiellement de la prévention, de l'information, de la surveillance à travers le CROSS, notamment de la surveillance maritime. Et puis la possibilité aussi de revoir les routes pour éviter que ça ne passe trop près de nos îles, d'autant plus quand elles seront classées en réserve naturelle. Parfait, écoutez, Madame la Préfète, merci. Je crois que vous avez passionné votre auditoire. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, quand vous étiez ambassadeur en Nouvelle-Zélande, et nous parlions déjà des subantarctiques, si vous vous souvenez bien, notamment des Macquaries. Je ne connais pas personnellement un pays qui protège autant ses eaux. Peut-être un sujet d'étude futur. L'exemple de la Nouvelle-Zélande par rapport à la protection de son littoral, c'est tout à fait unique. En ce qui me concerne, la première fois que j'ai entendu parler, pris conscience de ce qu'étaient les terres australes et l'Antarctique française, les TAF, je suis parfaitement de la date de 17 juin 1986, lorsque 100% de la flotte long cours marchande
s'est immatriculé dans les terres australes antarctiques françaises, à Port-au-Français. Et donc presque 200 navires ont basculé pendant une vingtaine d'années, quand même, vous ne l'avez pas mentionné. Avant, effectivement, le registre international français, c'était les Kerguelen, qui était donc le lieu d'immatriculation d'une grande partie de la flotte française. Alors avec les TAF, bien sûr, vous êtes un des acteurs majeurs des activités polaires de la France. En fait, beaucoup de navires sous pavillon français naviguent dans les zones polaires. Bien sûr, vos deux navires, il y en a d'autres, hein, et en Antarctique, bien sûr, entre la péninsule, entre la Géorgie du Sud, la mer de Védène, la mer de Ross, vous avez cité ce navire exceptionnel, comme un chapeau capable d'aller aussi en Arctique. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un 3e A au TAF. Alors, c'est pas des terres, mais bon, c'est quand même. Non, mais en tout cas, effectivement, il y a des activités en Arctique, sous pavillon français, beaucoup. Donc, des navires aujourd'hui sont capables d'aller au pôle géographique, sous pavillon français, pas beaucoup. On demande, on peut dire que je crois qu'il y en a 2, même d'y aller, de surface. Bien sûr, le passage du Nord-Ouest, les 2 côtes du Groenland, etc. Le passage du Nord-Est et le détroit de Bering, on peut toujours passer dans le détroit de Bering. Par contre, effectivement, les îles de Nouvelle-Sibérie et de Wrangel, là, on évite ces temps-ci. Mais il y a une activité, effectivement, polaire en France, où là aussi, dans ce domaine, comme dans d'autres, on tient notre rang, je trouve, et vous y contribuez tout à fait fortement avec les TAF. Et effectivement, une interpellation par rapport au trafic maritime, qui suit ça assez près, tout le trafic de Suez qui passe par le terrain du Mozambique, ça doit être énorme. Alors oui, peut-être pollution, donc la Paris ou autre, mais aussi des scrubbers à boucle ouverte dans ces régions. Vous devriez regarder ça de près, parce qu'effectivement, je connais un petit peu effectivement les îles éparses, c'est un bonheur de beauté, et ces îles, leur littoral, leur fond marin doivent être extrêmement protégés. Ce trafic maritime, alors espérons que ça soit très ponctuel, que ça revienne rapidement par la mer Rouge et par Suez, parce que ça ne doit pas être périlleux en fait, hein, tout ce qui ces rejets notamment de scrubbers, donc une attention particulière probablement. En tout cas, vous nous avez passionnés, je pense, tous et toutes. Vraiment, merci beaucoup, Madame la Préfète. Alors, pour vous remercier, bien sûr, je vais vous offrir la coupole d'honneur de l'Académie de Marine. Et au nom de l'Académie de Marine et de tous les... voilà, cette auditoire passionnée par vos propos, écoutez, on vous remercie très sincèrement.